Le savoir scientifique, c'est d'abord dans ses revues qu'il s'exprime. Un mur de connaissances qui se construit brique après brique, page après page, année après année. Dans toutes les disciplines, de la biologie à l'astrophysique, la science avance à coups de découvertes et de corrections. L'édifice est solide, tant qu'il est fondé sur la rigueur et l'honnêteté. Mais quand la quête de vérité n'est plus l'objectif, l'ensemble vacille. Pour combattre ce phénomène en expansion, des scientifiques se mobilisent. Pourquoi? Comment? Les chasseurs de fraude sont aux aguets. Ils ont accepté de nous raconter. La plus célèbre d'entre eux et la plus redoutée, c'est elle, Elisabeth Bick. Le but de la science, c'est de trouver la vérité. Je suis une détective scientifique, une détective d'images. Je regarde les illustrations dans les articles scientifiques et j'essaye de voir s'il y a des problèmes. Dans le calme de sa maison à 60 km de San Francisco, où nous l'avons rencontrée, difficile de croire qu'elle fait trembler les chercheurs du monde entier. Un jour, j'ai découvert que quelqu'un avait plagié un de mes articles. Et cela m'a mise hors de moi. J'étais tellement furieuse que quelqu'un ait volé mon travail qu'aujourd'hui encore, j'agis sous le coup de cette colère. J'étais tellement fâchée. Puis j'ai découvert d'autres articles plagiés et la colère a continué. Quand je trouve un problème dans un article scientifique, je me dois de le signaler parce que d'autres chercheurs pourraient baser leur travail sur cet article sans voir qu'il y a un problème, qu'il est plagié ou que certaines images ont été photoshopées. C'est ça ma motivation. Cette microbiologiste de 57 ans traque inlassablement les dérapages qui pourrissent la science. En quelques années, elle en est devenue la référence mondiale. Née aux Pays-Bas et installée en Californie depuis 2001, elle a compris un jour qu'elle avait une aptitude très singulière. J'ai toujours eu un don pour observer les carrelages de salles de bain et les lattes en faux bois. Pas celles des parquets, mais celles des sols stratifiés, qui ne sont pas du bois, mais des photos de bois. Je regarde et je me dis, tiens, cette latte est la même que celle-là, mais elle est à l'envers ou bien inversée. Démonstration avec ce sol. Elle associe par couleur les lattes anormalement identiques qu'elle repère grâce à des détails qui échappent à la plupart d'entre nous. C'est son truc. J'ai toujours été comme ça. Je pensais que c'était le cas de tout le monde. Puis un jour, alors que j'examinais une thèse de doctorat qui était un plagiat, j'ai repéré par hasard que la même photo avait été utilisée pour représenter des expériences différentes. Et cela à plusieurs reprises, ce qui veut dire que c'était probablement volontaire. Et cela m'a mise en colère, comme quand j'avais découvert qu'on m'avait plagié. C'est là que j'ai compris que j'avais un don, pas seulement pour repérer les carrelages de salles de bain, mais aussi pour les images tronquées dans les articles scientifiques. Et j'ai pensé que je devrais m'en servir et chercher d'autres exemples. Après 15 ans de recherche à Stanford, puis quelques années dans la biotech, elle fait le grand saut. Plus de patron et désormais un seul objectif, débusquer les erreurs et la triche depuis son bureau sur la table de la salle à manger. Son tout premier signalement, ce sont ces images de Western blot, une technique d'analyse de protéines, censée étayer une thèse de doctorat qu'elle passait au crible. Les anomalies lui sautent instantanément aux yeux. Sur cette figure en particulier, j'ai tout de suite vu ce point. Il m'a sauté aux yeux. J'ai ensuite repéré exactement le même, mais dans un autre chapitre. Les deux étaient vraiment identiques. Et puis, si vous regardez, vous voyez ici qu'il y a une petite ligne. Je l'ai également repérée là. Mais ici, elle est à droite du point et là, elle est à gauche. On dirait donc que cette image est la même que celle-là, mais qu'elle a été retournée. Je dirais même qu'elle a été inversée. C'est une image miroir. J'ai aussi repéré le même point à un autre endroit, mais avec sa position d'origine. Les auteurs ont utilisé les mêmes photos pour différentes expériences.
Donc, soit c'est intentionnel, soit c'est un travail très négligé. En tout cas, je l'ai signalé et plus tard, les articles ont été rétractés. Quand un article est rétracté, c'est-à-dire retiré, c'est qu'il est jugé inadéquat d'un point de vue scientifique, quelle qu'en soit la raison. C'est grave et souvent vécu par l'auteur comme une gifle. Autrefois exceptionnelles, les rétractations sont toujours plus nombreuses, signe des temps. Toutes les anomalies repérées par Elisabeth Bik n'aboutissent pas à des rétractations, mais, la plupart du temps au mieux, à des corrections ou des alertes. Pour cela, elle signale ce qu'elle repère sur PubPeer, une plateforme de partage dirigée bénévolement par 2 chercheurs chevronnés de Paris. Le site permet de signaler des erreurs, intentionnelles ou pas, et aux auteurs interpellés de répondre. Au départ en 2012, le site a été créé pour être un espace de débat pour les scientifiques, mais l'ampleur des fraudes mises à jour a changé la donne. On n'avait pas idée du volume, où les gens, visiblement, peuvent avoir fabriqué ou falsifié les données, ou plagié, voilà. Une publication scientifique est essentiellement composée de résumés, d'illustrations, et c'est relativement facile d'embellir au pire les illustrations, les résumés, sans que ce soit immédiatement décélable. Le système aujourd'hui, à plusieurs niveaux, ne se prête pas vraiment à la détection ou à la correction ou la punition de ce type de problème. Elisabeth Bik est une des contributrices essentielles du site. À son actif, plus de 7000 signalements. Un travail monumental pour pas un centime. Les détectives scientifiques ne sont quasiment jamais rémunérés. Mais grâce à sa renommée, Elisabeth Bik vit de ses missions comme conférencière et consultante en intégrité scientifique. Elle reçoit aussi des dons du public. À ce jour, j'ai examiné à peu près 100 000 articles, ce qui me permet de savoir assez clairement où se situent les problèmes, lesquels sont intentionnels et lesquels sont en fait des erreurs. Oui, je critique le travail des autres. Et à l'évidence, beaucoup de gens n'aiment pas cela. Personne n'a envie d'être critiqué. Elle va le comprendre de manière assez brutale avec la pandémie de Covid-19. Retour en arrière, nous sommes en 2020. C'est la panique face à ce virus qui répand la mort sur la planète et qu'on ne connaît pas. Les projecteurs sont alors braqués sur la science. Très vite en mars, apparaît un traitement qui semble miraculeux, l'hydroxychloroquine, promu par Didier Raoult, un infectiologue marseillais. Son étude est publiée en un temps record, elle fait le tour du monde. À Genève comme ailleurs, on essaie, mais le climat va vite devenir très particulier. C'était très rapidement quelque chose qui nous a vite tous dépassés. À partir d'avril, je pense, avril, mai, juin, c'était un roman policier, l'histoire de l'hydroxychloroquine. On était dans l'incertitude finalement de comment traiter cette nouvelle maladie. Une maladie qui, il faut le rappeler, à l'époque, était une maladie très très grave. Il n'y avait pas de traitement, on ne connaissait pas en tout cas de traitement à l'époque, d'où ce besoin de chercher quelque chose. À un moment donné, est sortie sur YouTube cette vidéo où on voyait quelqu'un qui était très crédible en maladie infectieuse et qui nous dit que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ça fonctionne. D'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Découvrir une recherche clinique sur YouTube, c'est habituel? Non, c'est pas habituel. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi du tout. Aujourd'hui, quand je reviens en arrière, je me dis que c'était vraiment extraordinairement surprenant. Toutefois, on était dans une période extraordinaire. Je pense qu'il avait une très bonne réputation. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle on s'est emparé de cette molécule qu'elle a été utilisée dans beaucoup d'hôpitaux. Verbe haut, allure rebelle, barbe et cheveux longs, Didier Raoult devient rapidement une star planétaire. Très vite pourtant, des analyses plus fines de sa fameuse étude font émerger des doutes. À 8000 km de là, dans une Californie confinée, enfermée chez elle, Elisabeth Bik se met aussi au travail.
Tout le monde était en mode panique, car beaucoup de gens mouraient. Et cette publication est sortie affirmant que l'hydroxychloroquine pouvait traiter les patients du Covid-19 et les traiter très bien. Mais si vous regardez l'article un peu plus en détail, c'est mon travail. Je cherche les problèmes dans les articles et j'écris. Il ne contenait pas de photos, mais des tableaux, des chiffres et le nombre de patients. Il s'agissait de quelques patients traités à l'hydroxychloroquine. Mais parmi eux, certains sont morts et d'autres ont vu leur état s'aggraver. Mais sérieusement s'aggraver. Et le professeur Raoult les a sortis de l'étude comme s'il disait « Ces résultats ne correspondent pas à ma vision des choses ». Mais en tant que scientifique, si vous trouvez des résultats qui ne correspondent pas à votre hypothèse, vous ne pouvez pas simplement les mettre de côté pour embellir le reste. Et c'est ce qu'il a fait. C'est une des règles de base de la science. J'ai donc écrit un blog à ce sujet comme je fais d'habitude, et j'ai critiqué l'article. Mais au lieu de s'inquiéter de mes remarques, d'y répondre, ou de fournir des données sur plus de patients, le professeur Raoult s'est retourné contre moi. Il m'a qualifié de tous les noms. Cette personne d'intelligence moyenne, cette scientifique ratée, ou encore cette folle qui me critique. Au lieu de répondre, il m'a immédiatement attaqué. Ça, c'est pour le côté publication. Mais il y a aussi le terrain. L'hydroxychloroquine est testée tous azimuts. Et les résultats finissent par tomber. Ça ne marche pas comme annoncé. Pire, c'est parfois délétère. À Genève, on décide logiquement d'arrêter. Tonnerre de réaction. Là, j'ai pensé qu'on avait dépassé des bornes. On a eu aussi, ici au HUG, des gens qui nous ont insultés parce qu'à un moment donné, quand sur la base des études qu'on avait vues, on s'était dit, bon, on a perdu ce pari-là, le pari de l'hydroxychloroquine est perdu. Je me souviens d'avoir dit ça une fois au téléjournal et je me souviens aussi du nombre de posts que j'ai eu ensuite sur les réseaux sociaux par rapport à cette seule affirmation qui était de dire « je crois que nous avons perdu le pari de l'hydroxychloroquine ». Je dois dire que la violence qu'on a subie était tout à fait inédite. À l'autre bout de la planète, c'est cette même colère qu'Elisabeth Bick affronte. J'essaye de rester polie. Je n'accuse personne, je signale juste les problèmes que je repère. Mais si vous commencez à m'insulter, je ne vous insulterai pas en retour, je resterai poli. Cependant, vous devez savoir que je vais alors examiner d'autres de vos publications. Et ça, il ne s'y attendait pas. Et comme Didier Raoult a beaucoup publié au fil de sa carrière, plus de 3000 articles, elle plonge dedans. Je ne sais pas combien de ces 3000 articles j'ai regardés, mais beaucoup. J'ai trouvé notamment des problèmes d'image, c'est ma spécialité. Des images dupliquées et d'autres qui semblaient avoir été photoshopées. Avec la même précision que pour les carrelages de salle de bain, Elisabeth Bick scrute donc les anciennes publications de Didier Raoult. Pour moi, c'est comme si je regardais la photo d'un dîner et que je voyais deux fois la même personne assise ici et là, et une autre assise là et là. C'est étonnant, à moins qu'ils aient des jumeaux ou des jumelles. En tout cas, on ne s'attend pas à ce que différentes parties d'une photo soient identiques. C'est très révélateur d'une intention d'induire en erreur. Je n'étais pas sûre qu'il s'agisse d'inconduite, mais j'ai signalé tout ce que j'avais relevé. Le professeur Raoult a alors commencé à faire des vidéos à mon sujet sur YouTube. Et ses fans se sont mis à me harceler sur Twitter. Big cow, la grosse vache. Sur les réseaux sociaux, un bras droit de Didier Raoult affirme même avoir déposé plainte contre elle et contre le site PubPeer où elle a signalé les problèmes. Il publie son adresse. Elle devient une cible. Ça fait peur. Quelqu'un peut alors débarquer chez vous et vous balancer un coup de poing à la figure. Ou s'en prendre à votre maison. La menace devient réelle.
Ce n'est plus seulement des gens qui vous attaquent sur les réseaux sociaux. Quand les gens savent où vous habitez, cela ouvre la porte à toutes sortes de problèmes. Et en France, c'est arrivé. Certaines personnes qui critiquaient le Dr Raoult ont été harcelées. Heureusement, je suis à l'autre bout du monde. Il n'y a pas que les scandales retentissants. Les détectives scientifiques traquent aussi la fraude qui prospère à l'abri des regards, dans des revues qui ne feront jamais l'actualité, mais qui publient parfois tout et n'importe quoi moyennant finance. C'est l'angle mort de la recherche. Il faut publier pour exister, un principe qui peut pousser jusqu'à la fraude. Cette fraude que traquent nos détectives. Solal Pirelli, un jeune doctorant en informatique de l'EPFL, l'a découvert par hasard. Depuis, il est à l'affût. Il traque les articles qui n'ont pas de raison d'être. Ma spécialité, c'est surtout les citations et le plagiat. Il y a d'un côté les revues scientifiques sérieuses par des gens qui veulent faire des choses sérieuses et qui, comme moi ou mes collègues à l'EPFL, et juste à côté, par les mêmes maisons de publication, il y a des revues qui ne servent absolument à rien d'un point de vue scientifique, qui sont juste là pour imiter le processus scientifique, pour faire de l'argent. Il y a clairement un problème. Mais comment ces revues font-elles de l'argent ? Autrefois, les revues scientifiques étaient financées par les abonnements, souvent très chers, et la publicité. Aujourd'hui, beaucoup sont gratuites, en libre accès sur Internet, et sont financées par les chercheurs eux-mêmes. C'est eux qui payent pour être publiés. Un business qui peut être très rentable, surtout si une revue a pour seul objectif d'encaisser des frais de publication sans vérifier le contenu scientifique. On appelle cela une revue prédatrice. Solal a ainsi découvert des articles sans queue ni tête, à l'évidence publiés, sans même avoir été relus. Donc, par exemple, dans un vrai article scientifique, on va citer d'autres articles pour argumenter ses propos, pour citer le travail précédent qui a été fait dans ce domaine. Mais dans un faux article scientifique, on va voir, par exemple, 60 citations à la suite pour une seule phrase, ce qui est complètement ahurissant. Il n'y a aucun vrai article qui a ça. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi citer 60 articles différents. On va plus loin, on va dans la liste des références et on découvre qu'en fait, 55 de ces citations sont sur le même auteur, qui a donc maintenant 55 citations en plus sur son CV, qui va peut-être donc recevoir une promotion ou pour appliquer à un autre travail grâce à un article qu'il cite 55 fois sans raison. N'importe qui regarde vraiment ces articles se dit « mais c'est pas possible, ça ne devrait jamais être accepté, il y a un problème ». J'imaginais pas qu'il y ait des articles comme ça, et surtout j'imaginais pas qu'ils étaient à ce point-là évidemment problématiques. C'est un peu, c'est stimulant, je trouve ça assez intéressant, c'est un hobby quoi. C'est un jeu, mais malheureusement les conséquences sont réelles parce que les auteurs de ces articles ont vraiment l'impression d'être des vrais scientifiques du point de vue du public. Ils vont potentiellement être nommés à des postes supérieurs, avoir de l'influence. Le résultat de leur soi-disant recherche vont peut-être avoir un impact sur la politique publique. Bref, c'est un jeu, mais les conséquences sont tout à fait réelles, quoi. Après, je pense pas que j'ai un talent qui soit unique, c'est juste qu'il y a tellement peu de monde qui essaye de trouver des problèmes que si vous essayez, vous allez assez rapidement en trouver. Parce que même s'il n'y a pas tant d'articles que ça par rapport à la masse totale de la science qui ont des problèmes, il y a encore moins de détectives qui essayent de trouver des problèmes, malheureusement. Peu nombreux, alors ils s'entraident. C'est le but du Collège Invisible, un groupe informel de dépollueurs de la science, comme ils se présentent, qui tous contribuent à PubPeer. Par messagerie ou plus rarement en visio, ils sont en contact permanent. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour cette réunion du mois d'octobre du Collège Invisible. Nouvelle-Zélande, Suède, Royaume-Uni, France, ils défient les fuseaux horaires pour échanger en direct. On commence avec Solal pour les suites du signalement à l'ACM d'articles problématiques. Oui, bien sûr. Donc, petit résumé de ce qui s'était passé, j'avais signalé à l'ACM... C'est cette lettre d'avocat qui est au cœur de la discussion ce jour-là. Un courrier avec en-tête et menaces, ordonnant à Solal de retirer le blog dans lequel il a dénoncé un article composé essentiellement d'autocitations publié par un professeur à l'étranger. Loni, ça t'était arrivé justement, ce genre de message? Ouais, j'avais reçu
J'avais reçu plusieurs messages intimidants, en effet. C'était beaucoup de blabla et ça arrivait à beaucoup d'autres chercheurs aussi qui avaient été lanceurs d'alerte. Solal, si tu as besoin d'aide, je sais que des personnes avaient proposé du conseil. Ma première réaction, en fait, quand j'ai reçu cette lettre d'avocat, c'était genre « Ouh là là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que je vais devoir moi-même employer un avocat? Est-ce que je vais devoir arrêter de faire ce travail de détective ?» Dans le Collège Invisible, il y a suffisamment de gens qui ont l'habitude de ça, qui me répondent « Mais non, t'inquiète pas. Tant qu'ils ne citent pas une loi spécifique, tant qu'il n'y a pas des choses concrètes qui sont des problèmes, tu peux juste ignorer ça, ça n'a aucune valeur, c'est plus des menaces qu'autre chose. » Et donc ça, c'était vraiment très utile à savoir. Et puis, en général, juste se sentir pas trop isolé non plus, c'est bien. C'est utile de se sentir dans une communauté. Oui. C'est ce chercheur en informatique toulousain, Guillaume Cabanac, qui a créé le Collège Invisible. Distingué par la prestigieuse revue Nature, il est l'un des très rares détectives scientifiques à être financé, en l'occurrence par un fonds de recherche européen. Sa spécialité, c'est la détection de ce qu'il appelle les phrases torturées. Ces expressions qui n'ont aucun sens, mais sont utilisées pour masquer un plagiat. Il a mis au point un logiciel pour les repérer. Les phrases torturées sont des expressions qu'on trouve dans les articles scientifiques qui ne sont pas les expressions attendues. Par exemple, on attend cancer du sein, or on va trouver péril de la poitrine. On attend intelligence artificielle, or on va trouver conscience contrefaite. Lorsqu'il y a un plagiat déguisé dans un article, que penser de la partie scientifique des expérimentations? Y a-t-il vraiment eu 20 souris? Y a-t-il vraiment eu une cohorte de 150 femmes enceintes dans cette étude? Voilà. De mon point de vue, lorsque des scientifiques en viennent à faire copier-voler, coller, en paraphrasant par des synonymes, on ne peut pas leur faire confiance pour la partie scientifique. Lorsqu'on nous a appris à être scientifique, on nous a expliqué qu'un article qui a passé l'évaluation par les pairs est jugé fiable. Or, ce qu'on trouve, c'est des articles qui contiennent des phrases torturées, des erreurs dans les tableaux, voire de la fabrication de données. Ça, c'est inacceptable pour l'ensemble d'entre nous. On ne peut que craindre que des intrus, des usurpateurs, des fabricateurs, des arnaqueurs, en viennent à être en compétition avec des scientifiques qui sont honnêtes. Au début des années 2000, Michel Bergada, professeur de management à l'Université de Genève, a eu une intuition. La révolution d'Internet pouvait bouleverser la recherche académique en facilitant la fraude et le plagiat. Elle a décidé d'étudier le phénomène. Les résultats l'ont laissé sans voix. On est tous des très grands naïfs. Je croyais que tous les collègues étaient parfaitement honnêtes, intègres. Puis tout d'un coup, vous arrivez à 40-45 ans et vous découvrez qu'il y a des gens qui construisent leur carrière sur la fraude, oui. C'était la belle surprise. J'étais sûre que c'était un fait social total et j'étais absolument certaine qu'il fallait chercher là parce que si on cassait la connaissance, si on publier des résultats faux, comme ça a été le cas sur le Covid, si on se permet de parler en public en prétendant qu'on est scientifique, alors à ce moment-là, on met en danger la connaissance. Il y a deux façons de tomber dans la fraude. Soit vous êtes un hyper-publiant, vous voulez absolument publier, soit vous êtes incapable de vous élever à la hauteur des connaissances requises, que vous soyez étudiant ou chercheur, et donc vous n'avez que deux choix pour franchir, frauder ou plagier. À la bibliothèque de la faculté de médecine de Genève, on s'inquiète de ce phénomène. Même si les revues qui sont accessibles ici sont celles qui font autorité, rien ne dit que les étudiants ne se feront pas piéger par les autres, des publications qui ont l'apparence de la science, mais pas le contenu. Pour démasquer l'une d'elles, des chercheurs ont monté un canular, comme va nous l'expliquer Tamara Morcillo, la responsable de la bibliothèque. Alors là, c'est un article qui démontre que, de manière inattendue, le Covid tue plus que les trottinettes. Donc c'est un canular, effectivement. Ce sont des chercheurs qui se sont amusés à
a testé une revue qu'ils soupçonnaient d'être une revue prédatrice. Et effectivement, ils ont publié un article qui n'a rien de scientifique, si ce n'est sa forme, mais le contenu est complètement un gag. On voit que les auteurs, c'est Didier Lambrouille, il y a Silvano Trottinetta. Voilà, donc on voit que les lieux, c'est à partir d'un bureau, il y a des chaises Ikea. Et à la fin, quand on regarde les références, c'est aussi rien qui tient. Et c'est passé, parce qu'effectivement, ces revues ont vraiment l'air d'une revue scientifique. C'est un peu l'effet Canada Dry. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Pour l'évolution des connaissances, l'impact des revues douteuses est relatif, elles sont peu lues. Mais quand c'est dans une publication influente que des déraillements se produisent, c'est une autre affaire. Denis Duboul, biologiste genevois à la réputation internationale, aujourd'hui professeur à l'EPFL et au Collège de France, connaît bien cet univers. Si vous avez une triche dans une revue prédatrice, on s'en fout. Si vous avez vraiment quelque chose qui est inventé ou qui est pas net, dans une revue qui est vraiment une revue qui fait la science, alors là, il faut s'inquiéter. Au début des années 80, Denis Duboul s'est retrouvé bien malgré lui au cœur d'une affaire qui a défrayé la chronique à l'Université de Genève. En cause, son professeur, le biologiste Karl Ilmenze. Pour retrouver trace de l'affaire, il faut descendre dans les sous-sols de la bibliothèque de la faculté de médecine où sont précieusement archivées les revues les plus importantes depuis des décennies. Alors, l'article... En une de la revue Cell, une première mondiale. 3 souris supposément clonées par le professeur Ilmenze. Le biologiste autrichien est alors une star, dont Genève est si fière. Voici sans conteste les souris les plus célèbres du monde. Leur naissance, il y a quelques mois, a connu un retentissement considérable. Cette couverture de Cell, ces 3 souris, on sait aujourd'hui qu'elles ont été obtenues par une méthode qui ne fonctionne pas. Déjà à l'époque de la publication en 1981, Denis Duboul, qui est jeune doctorant dans le laboratoire, commence à douter. Pourquoi Karl Ilmenze est-il le seul à faire l'expérience? Personne n'arrive à la reproduire. Et la reproductibilité, c'est la base de la vérité scientifique. Avec Kurt Bürki, un collègue plus expérimenté, il lance l'alerte. À l'époque, je ne me considérais pas comme un justicier, comme un roi de l'éthique et de la morale. Voilà, je n'avais pas du tout apprécié qu'on me mente, quoi. Que je me disais, c'est quand même pas possible que, à la fois, on me donne des conseils tous les jours sur ce que je dois faire, et puis qu'on n'applique pas ces conseils. Donc, et puis maintenant, pour la personne plus senior, pour Kurt, je pense que lui avait une vraie conviction scientifique. C'est-à-dire, la science ne tolère pas des écarts de ce genre. Les conséquences directes, on ne les imagine jamais, parce que au début de l'affaire, nous étions persuadés qu'en quelques semaines, ce serait réglé. Mais l'affaire va durer 3 ans. Face au démenti du professeur, défendu par un ténor du barreau genevois, il faut réunir des preuves dans un climat hostile. On essayait simplement de sauver nos carrières, en fait. L'université ne m'a jamais remboursé les frais d'avocat que j'ai dû payer. Mais vous savez, d'un autre côté, l'institution a une position institutionnelle. L'institution n'a pas du tout envie d'étaler son âge sale. Je veux dire, c'est compréhensible, parce que personne n'a intérêt à sortir ce genre de truc. C'est ça le problème. La personne impliquée n'a pas intérêt. Les gens qui le dénoncent n'ont pas intérêt à le faire, mais absolument aucun intérêt. Le seul intérêt que vous avez, c'est de faire vos valises et de vous tirer. Vous n'avez pas intérêt, toujours vous allez traîner cet aspect. Il a dénoncé, c'est une sorte de cafard, il est allé fouiller des trucs, mais il met ses mains partout, vous vous rendez compte, il a fait des photocopies de documents, etc. Alors moi j'ai eu une chance inouïe dans cette affaire, c'est que une des personnes qui était membre de cette commission d'enquête et qui s'était aperçue en fait que nous avions raison, probablement la seule, m'a offert d'aller travailler chez lui. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé, en fait.
Après 10 ans à l'étranger, il reviendra à l'université de Genève pour diriger son propre laboratoire. L'affaire est presque oubliée. Mais une question reste. Comment ces 3 souris se sont-elles retrouvées à la une d'une revue aussi prestigieuse? Pour comprendre, il faut d'abord expliquer le processus de publication quand tout se passe normalement. Le chercheur qui fait une découverte rédige un article, puis l'envoie pour être publié. Si la revue le juge intéressant, l'article est transmis au comité éditorial composé de scientifiques renommés. Puis, dernier filtre, il est confié à des relecteurs anonymes spécialistes de la discipline. C'est la fameuse revue par les pairs. Si tout est cohérent, pertinent et surtout nouveau, l'article sera publié. Le processus prend des mois. Mais parfois, c'est beaucoup plus expéditif. Denis Duboule a siégé pendant 10 ans au comité éditorial de l'emblématique revue Science. C'est vrai que parfois, on se dit, ben voilà, peut-être que cette publication n'est pas passée au travers du pipeline normal d'évaluation par les pairs. Peut-être que ça a pris un chemin un peu plus direct. Hein. Si les éditeurs reçoivent une lettre de l'auteur disant, écoutez, c'est à prendre ou à laisser, vous avez une semaine. Hein. Ce truc, ça va révolutionner. C'est le boson de Higgs ou je sais pas. Donc, vous me donnez la couverture et vous le publiez dans 2 semaines. Alors, si c'est pas vraiment un truc qui casse la baraque, l'éditeur va dire, ben, tu vas voir ailleurs. Ok. Mais probablement, je vous dis probablement, cela peut probablement arriver que les éditeurs disent « ben oui ». Voilà, c'est une sorte de balance, d'échange entre un article qui est peut-être pas 100% sûr, la mémoire de l'eau, hein, mais on sait que ça va faire un tel buzz, parce que ces revues, c'est du business aussi. Hein, et malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est du business, c'est pas des revues caritatives. Hein, bon. Les défaillances de la science peuvent brasser des enjeux considérables, notamment quand des recherches concernent des maladies en pleine expansion. Alzheimer est un cas emblématique. Des dizaines de millions de vies sont en jeu, beaucoup d'argent aussi, pression, compétition, autant d'ingrédients qui, réunis, favorisent les dérapages. Elisabeth Bick est aux aguets. Il n'y a pas encore de traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer. C'est une des maladies pour laquelle beaucoup d'argent est consacré à la recherche. Il faut le souligner, il y a beaucoup de recherches. Peut-être que le pourcentage d'inconduite scientifique n'est pas plus élevé qu'ailleurs, mais en chiffres absolus, cela fait beaucoup. Car il y a tellement de chercheurs qui travaillent dessus. C'est donc avec une certaine prudence qu'à Paris, la Fondation Alzheimer, principal acteur de la recherche en France dans ce secteur, scrute tout ce qui sort. Le premier qui va sortir un produit réellement efficace, ou plusieurs produits réellement efficaces, finalement, va devenir très célèbre, gagner probablement beaucoup d'argent pour sa compagnie, et finalement avoir un succès. Donc ça attire quand même un certain nombre de personnes, de bonne foi ou de mauvaise foi. Dès 2021, aux États-Unis, un traitement supposé révolutionnaire, le Simufilam de l'entreprise Cassava Science, suscite de grands espoirs et de sérieux soupçons. En cause, des images suspectes dans les publications précliniques sur lesquelles s'appuient l'éventuel médicament. Je me suis retrouvée impliquée dans cette affaire car j'avais reçu un tweet qui disait « Tu devrais voir ça ». J'ai donc regardé des documents et effectivement, il y avait des problèmes. Il semble que les résultats pourraient avoir été manipulés. Sur la base des travaux précliniques, cela m'inquiète beaucoup pour le médicament. Il pourrait ne pas fonctionner du tout. Simufilam is a new investigational drug for Alzheimer's disease. The drug targets a protein in the brain called filament A. Avant elle, le premier à lancer l'alerte est le neurologue Matthew Schrag. Lui aussi est inquiet. Il a repéré également des Western blot suspects dans des articles et prévenu l'Agence américaine du médicament en vain. Ce jour-là, ils échangent pour la première fois.
Rétrospectivement, je pense que j'ai été un peu naïf. J'avais imaginé qu'avec ces signalements, les autorités de surveillance réagiraient avec fermeté, particulièrement sur l'essai clinique. J'ai vraiment été estomaqué qu'il n'y ait eu aucune réaction. Et il ne se passe toujours rien. Depuis pourtant, les soupçons se sont renforcés. À l'automne 2023, la revue Science révélait les conclusions d'une enquête menée par l'Université de New York où est installé le laboratoire. Le Dr Wang, qui dirige les recherches, y est soupçonné d'inconduite flagrante, car il n'a pu produire les originaux des images suspectes. Impossible alors de lever le doute. Le Dr Wang n'a pas du tout coopéré. Il n'a pas essayé de prouver que nos soupçons étaient infondés. Apparemment, il aurait paniqué, tout jeté ou tout détruit. Ouais, c'est juste. Normalement, un laboratoire travaillant avec une entreprise qui développe un médicament aussi important se doit de détenir les documents qui permettent de dire « Regardez, voici nos résultats ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très suspect. Et il n'y a toujours pas de conséquences pour l'essai clinique? L'essai clinique a commencé après nos premiers signalements, ce qui est frappant. J'estime qu'il n'aurait jamais dû commencer. Il s'agit de vrais médicaments, testés sur des vrais patients. Des centaines et des centaines d'entre eux fondent tellement d'espoir sur leur participation à ces recherches. Environ 1900 patients ont été intégrés à ces études cliniques de phase 2 depuis que nous avons signalé les problèmes. C'est hallucinant. C'est pas juste un papier qui est triché. Derrière le papier, il y a un médicament, il y a une entreprise, il y a des essais cliniques, il y a des hommes et des femmes qui se prêtent gracieusement et volontairement à cet essai clinique. Donc l'enjeu est beaucoup plus lourd. Et une pointure comme Elisabeth Bick s'est également lancée dans cette direction, ce qui donne encore plus de véracité au travail de ces lanceurs d'alerte. Mais rien ne semble pouvoir arrêter le développement du simufilam. Est-ce parce que l'enjeu n'est pas que scientifique? Cassava Science, l'entreprise de biotech qui développe le traitement, peut potentiellement devenir une mine d'or. À un moment, ça change complètement de main. On n'est plus dans les mains des chercheurs. Il faut convaincre des investisseurs, il faut convaincre des actionnaires. Il faut qu'il y ait des rendements, il faut que ce qu'on appelle les différentes phases qui vont permettre d'avoir des bonus, qui vont permettre d'avoir des augmentations de capital, puissent être validées. Et là, des fois, c'est compliqué. Car le simufilam, c'est aussi une histoire financière qui se déroule à New York, au Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques où l'action est cotée. En 2021, quand les résultats très encourageants des recherches sont publiés, l'action devient la nouvelle pépite du marché et flambe, avant de s'écrouler quelques mois plus tard, sous le poids du doute. Beaucoup de ceux qui avaient investi dans la société étaient en colère contre moi. L'action s'est effondrée. En un jour ou deux, l'action est passée de plus de $120 à 50. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. Alors, ceux qui avaient investi ont perdu beaucoup d'argent et ils étaient fâchés. Mais moi, j'ai publié un post après la chute du cours. L'action a certes encore baissé un peu, mais je ne pense pas que c'était à cause de mon blog. Il est lu par 500 personnes. Cela n'a pas beaucoup d'influence. Les dégâts étaient déjà faits avant que je publie. Ceux qui avaient investi m'ont alors prise pour cible. Ils m'ont traité encore une fois de tous les noms, comme les fans français du professeur Raoult. Mais là, ceux qui m'attaquaient étaient essentiellement ici, aux États-Unis. C'étaient ceux qui avaient acheté des actions. Mais au-delà des intimidations et des insultes, une autre menace est plus sérieuse. Cassava Sciences a intenté des actions en justice contre un certain nombre de personnes qui, comme moi, avaient soulevé des inquiétudes. Je ne suis heureusement pas cité dans ces poursuites. Je pense qu'il s'agit de lanceurs d'alerte qui ont écrit au sujet des essais cliniques. Et maintenant, ils se retrouvent devant les tribunaux à cause de ça. Comme Matthew Schrag, Elisabeth Bick n'est pas visée par la plainte, mais le risque est omniprésent. J'ai conscience du danger.
Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les poursuites judiciaires. J'essaye d'être du bon côté de la loi, de ne pas insulter les gens, de ne pas faire de fausses déclarations, ni de diffamer qui que ce soit. Mais cela n'empêche, je pourrais être attaqué devant les tribunaux et aux États-Unis, les gens adorent se poursuivre en justice. Pour moi, c'est la menace la plus concrète et ça m'inquiète en permanence. Parce que vous pourriez perdre votre maison? Personne ne vous protège? Aucune institution? Non, mais d'une certaine manière, je suis protégée par la communauté scientifique. Récemment, il y a eu un cas où 3 lanceurs d'alerte ont critiqué une professeure de Harvard. Ils ont signalé de gros problèmes dans ces articles. Et maintenant, elle poursuit ces 3 lanceurs d'alerte à hauteur de 25 millions de dollars. Je pense que les gens prennent enfin conscience que c'est un vrai danger. Et je suis très heureuse que d'autres se mettent à faire ce travail. Au début, je me sentais assez seule. Je faisais tout cela et je sentais que les éditeurs ne me croyaient pas. J'ai le sentiment que j'ai enfin gagné le droit de dire ce que j'ai à dire. Et je vois que d'autres scientifiques ont finalement compris qu'il y a là un vrai problème dont il faut s'occuper. Je fais globalement confiance à la science, mais il y a un pourcentage qui est tronqué. Et contre cela, nous devons nous battre.